Donc merci beaucoup à Pascal Lapéroni d'être avec nous ce soir. On a vraiment un sujet, je pense, exceptionnel, comme toujours, mais celui-là peut-être encore un peu plus. 2 mots sur vous. Donc vous avez une carrière donc, totalement dans le spatial, je peux dire 100% dans le spatial. Alors, quand vous étiez de pétrole, mais très peu. Vous voyez un petit peu, je sais pas, de l'énergie, des choses un peu bizarres. Pétrole, oui. Mais sinon, totalement dans le spatial, avec deux grandes parties. On va dire la première partie avec le CNES, et puis la deuxième partie ArianeGroup. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous étiez en partie basé à Kourou, donc vous avez beaucoup participé au décollage, au lancement sur place à Kourou. Puis vous êtes venu pour chef de département système et essai d'Ariane 5. Là, vous avez beaucoup participé sur le programme d'Ariane 5. Et puis vous avez été le directeur du programme d'adaptation de la base de lancement de Kourou aux évolutions d'Ariane, justement. Et vous avez aussi participé en parallèle au programme donc, Soyouz et Vega. Donc ça vous donne une visibilité assez complète de tout ce qui se fait, on va dire en Europe et un peu avec les Russes. Et puis, vous avez été par la suite donc, chez ArianeGroup, c'est ça, responsable du programme de production interne du lanceur Ariane 5. Donc là, vous êtes basé au Mureau, oui. Voilà, en banlieue parisienne. Et puis, les 8 dernières années, donc toujours chez ArianeGroup, vous êtes basé en Bretagne, à Crozon, vous me disiez, vous avez la région, vous êtes tombé amoureux littéralement de la région, donc vous y êtes toujours basé. Donc sur la base de l'île Longue, pour la production et le maintien en condition opérationnelle, donc du fameux missile M51. Donc vous confirmez à l'instant que c'est aussi du spatial. Bien sûr. Vous permet de dire que vous avez fait une carrière. Ça va aussi très vite. Alors bon, clairement, les enjeux du spatial, je ne pense que c'est pas trop la peine de les rappeler. Clairement, des enjeux stratégiques et de souveraineté essentiels pour la France et l'Europe. Une concurrence féroce. On a tous vu le décollage récent de Starship. Là, vous me disiez à l'instant que c'est un truc de dingue, c'est gigantesque. La concurrence du privé avec des moyens aussi phénoménaux. Et puis, un foisonnement de... Vous parlez d'enjeux de souveraineté. Oui. Ce soir, il doit y avoir... Oui, il a été reporté il y a un tiers d'Ariane 5 ce soir, et c'est le dernier d'Ariane 5. Oui. Et Ariane 6... je pense que vous en direz 2 mots, j'imagine, Pascal. Voilà, ça va être un sujet... Plus Vega-C, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une rupture de continuité de service. Bon, ça va être un peu, vous l'avez un peu évoqué pendant la conférence, en tout cas, bonne question pour la suite. Puis à côté on va dire, des lanceurs lourds, il y a tous les micros ou mini ou moyens lanceurs, on va dire, où là ça foisonne une multitude de projets. En France, on n'est pas en reste, avec pas mal de belles startups. Oui, ça démarre. On dirait le mot aussi, là, entre Hyperspace, Sirius, Venture Orbital System, DART et MySpace. Voilà. Écoutez, je vous laisse la parole, Pascal. Merci. Merci à tous d'être là. Effectivement, merci à Expert Connect. Donc, l'organisation était presque parfaite puisqu'on faisait la conférence et 3 heures après, il y avait à Kourou le dernier lanceur Ariane 5 qui décollait. Manque de chance, il y a un petit peu de vent en altitude à Kourou. Le lanceur est en zone de lancement, mais il devrait décoller demain. Donc, on va rater la synchro, mais c'est pas grave. Alors, hop, ça marche. Le titre je pensais qu'il y avait plus de temps au début, donc je comptais vous parler plus dans le détail de tous les programmes européens. Je vais quand même m'axer principalement sur Ariane, qui est quand même le fleuron de l'Europe spatiale. Donc, on a 45 minutes, je crois qu'on ne va pas poser de questions pendant la présentation, et après, on se lâchera, je vous laisserai poser toutes les questions. Allez, 4 chapitres, un petit peu d'histoire pour resituer l'Europe dans un contexte mondial, du spatial, l'organisation des programmes européens, quelques slides pour parler des grands acteurs qui décident en Europe des programmes spatiaux. Je m'attarderai un peu plus sur le lanceur Ariane 5, on fera un peu de technique. Et puis la fin, c'est l'avenir, on regardera l'avenir et l'évolution de la compétition, de la concurrence spatiale. Le paysage a totalement changé en 30 ans, c'est assez passionnant. Et on parlera un petit peu d'Ariane 6. C'est parti. Bon, le spatial débute avec les V2 pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout dans les années 50-60, par la compétition acharnée, la guerre froide entre les Américains et les Russes. Et le spatial est l'un des moyens de démontrer sa puissance à l'autre et au reste du monde. À cette époque, on a dit 2 mots, civil, militaire, tout ça c'était joyeusement mélangé, bien évidemment. Il faut savoir que les Russes étaient
dans les années 50 et début 60, étaient nettement en avance sur les Américains, nettement. Sputnik en 57, c'est russe. Le premier chien, le premier être vivant dans l'espace, c'était les Russes. Gagarine, ce sont les Russes. Donc vraiment, les Russes étaient les maîtres du spatial dans les années 60, début des années 60. Ça a changé après. Kennedy a tapé du poing sur la table. Et les Américains se sont réveillés et les Russes se sont un peu éteints parce que, pour le coup, ils ont raté pas mal de virages dans l'électronique, l'informatique, la propulsion cryogénique, etc. En France, pendant cette période-là, on bosse aussi. On a une base de lancement dans le Sahara, à Maguire, et on développe des lanceurs, des fusées. Alors on ne dit pas des fusées, enfin on ne dit pas des fusées. À part les fusées sondes, on dit des lanceurs. Les fusées, c'est Tintin, d'accord? Donc je parlerai surtout de lanceurs. Donc on développe des fusées sondes, puis des lanceurs, que l'on lance depuis à Maguire. Même après l'indépendance de l'Algérie en 1962, dans les accords d'Évian, on a gardé pendant 5 ans l'accès à cette base dans le Sahara. Et puis, bien sûr, on a commencé à faire autre chose et à les regarder en Guyane. J'expliquerai pourquoi on tire depuis la Guyane. Donc, on a construit la base de Kourou. 65, une date clé. On lance un satellite, Astérix, 49 kilos. La France est la 3e puissance spatiale mondiale à l'époque. Et ça continue, et l'Europe, qui se crée en parallèle sur d'autres sujets que le spatial, va aussi s'inquiéter du spatial et décide dans ces années-là un programme européen qui s'appellera, le lanceur s'appellera Europa. C'était quand même nettement bricolé. On prenait un premier étage anglais, on le mettait en bas, prenait un étage français, on le mettait au-dessus, un étage allemand, on boulonnait tout ça tant bien que mal et on le lançait. Ça n'a pas été une réussite, il y a eu énormément d'échecs. C'était lancé depuis l'Australie au début, à la fin depuis Kourou, et on a enchaîné, je crois, 5 à 6 échecs de suite. Donc, il n'y avait pas d'approche système, c'était pas un lanceur qu'on découpait en étages, c'était des pays qui coopéraient sans vraiment de maîtrise d'œuvre. Donc là aussi, en 1973, les Européens à l'époque, c'était les Anglais, mais oui, les Allemands et les Français tapent du poing sur la table en disant on arrête, on prend la copie, ils négocient, les Allemands prennent le laboratoire spatial, Space Lab, les Anglais sont plus sur les satellites et les Français, on a plus d'expérience, prennent des lanceurs. Donc on va créer dans la foulée l'Agence spatiale européenne, j'en reparlerai, et puis on décide du programme qui s'appelait L3S et qui deviendra le programme Ariane, dont le maître d'œuvre est le CNES. Donc là, on affirme un patron, il y a une maîtrise d'ouvrage qui sera au niveau de l'Agence spatiale européenne, mais un patron qui va développer ce lanceur et qui est le CNES, et on fait le choix du site de Kourou. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. 73, alors à l'époque, on est quand même en retard. Les Russes allaient dans l'espace depuis 16 ans, les Américains allaient sur la Lune depuis 4 ans, ils étaient en train de travailler sur le Space Shuttle, la navette qui devait tirer 36 fois par an pour aller dans l'espace, amener du fret, des machins. Donc on n'était pas en avance, parce qu'en 73, on dit on va tirer avant la fin de la décennie, donc c'est 80. Donc on a presque 20 ans de retard à l'époque sur les Américains et les Russes, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ce programme démarre et on y arrive. Le premier lancement a lieu le 24 décembre. Bon, le soir du réveillon, c'était pas forcément étudié pour, mais il y a eu un tir avorté 10 jours avant. On a allumé les moteurs, c'est mal passé, ils ont voulu absolument retirer. Donc on a tiré le 24 décembre et ça a marché. Ça a marché et dans la foulée, la machine Ariane s'est mise en route. Alors bon, il y a eu des problèmes. Deuxième lancement, un échec. Des hautes fréquences sur les moteurs du premier étage. Le 5e, un échec sur l'allumage du 3e. Mais globalement, ça marchait. La dynamique était là et ça avançait. Dans l'euphorie des premiers lancements, on crée Ariane Espace. Donc l'idée était quand même assez novatrice à l'époque, qui était de dire on a un lanceur, on va le commercialiser. Et on met en place une structure qui va commercialiser Ariane. Donc dès le départ, on a eu cette volonté, enfin on, c'est quelques personnes, de commercialiser Ariane. Alors des petites photos d'Ariane, donc à l'époque, c'était un portique qui avançait
pour intégrer le lanceur et qui reculait pour le décollage. Donc il y avait 3 étages, j'expliquerai un peu l'étagement. Un gros étage de 140 tonnes. Davantage des ergols. Alors en bas, c'est pas très sympathique, c'était du peroxyde d'azote et des dérivés d'hydrazine, c'est assez cancérigène, polluant, tout ce qu'on veut. Mais ça avait une qualité énorme, c'était hypergolique. Ça veut dire que dès qu'ils entraient en contact, ils explosaient. Donc ça crée une force propulsive, sans allumeur, sans rien, c'est assez simple. Voilà, ça ne remarche plus, si. Et immédiatement dans la foulée, et là l'Europe était vraiment volontaire, on avait à peine lancé Ariane 1, qu'on décide de faire évoluer ce lanceur pour augmenter sa performance et être concurrentiel sur le marché mondial. Donc on va créer, alors il y a 4 versions, la deuxième on l'a très peu tirée donc je ne l'ai pas mise. Ariane 1, donc 79, on parle en performance de satellite, c'est la capacité de satellite qu'on va embarquer, donc 1800 kg, et on va créer Ariane 2, 3 et 4. Les programmes vont s'enchaîner, l'argent est là, et on enchaîne, on tirera 9 ans après Ariane 4 qui a une capacité max de 4700, vous voyez, un rapport 3, quasiment 3 en 9 ans. Donc le lanceur évolue, mais c'est une filière quand même, on va garder les mêmes... On va gonfler le 3e étage, là, on va à 8 tonnes, on va passer à 10 tonnes, et là, on va passer de 140 à 220 tonnes de carburant. Donc ce lanceur grossit, on va mettre des boosters pour s'adapter aux différents satellites, suivant la masse des satellites, des boosters liquides ou à propulsion solide. Donc on crée cette filière et en 10 ans, on va vraiment devenir concurrentiel sur le marché. Donc on aura tiré sur ces lanceurs 1 à 4 145 lanceurs quand même. Il y aura eu 5 échecs en vol, majoritairement la propulsion. Sur un lanceur, la difficulté, ce sont les moteurs, il faut de la puissance, il faut de l'accélération, donc c'est souvent les moteurs qui sont les causes des échecs en vol. Et puis un problème dont on n'est vraiment pas fier, de non-qualité, on a oublié un chiffon dans un tuyau. En nettoyant donc ça a coincé une vanne. On a failli cracher, le lanceur a décollé, il a failli se cracher sur la tour. Bon, on a frôlé la catastrophe, mais bon, ça s'est quand même bien passé. On a fait 74 lancements Ariane 4 de suite, et à cette époque-là, alors fin 80-90, Ariane Espace capte 60% du marché mondial des satellites. Alors, des satellites commerciaux. C'est les opérateurs satellites qui lancent des appels d'offres pour être lancés. Les satellites militaires, russes, américains, etc., ne sont pas dans ce giron-là. Mais sur le marché commercial, c'est l'euphorie. Ariane Espace casse tout. Donc en 80-90. Et dans ce contexte-là, justement d'euphorie, on n'a pas encore tiré Ariane 4, on est en 87, l'Europe décide, on est 87, 79, vous voyez, on est 8 ans après le premier lancement, décide Ariane 5. Décide Ariane 5, donc lanceur automatique lourd, beaucoup plus gros, et la navette Hermès, donc le vol habité. En fait, il y a un 3e programme que je n'ai pas mis là, qui a été décidé en même temps, c'est Columbus, c'est un laboratoire spatial. Donc ces 3 programmes sont décidés en 87, on n'a pas encore lancé Ariane 4, que déjà on investit pour l'avenir. Pour vous donner des ordres, un peu d'argent, de finances, à l'époque, donc fin 87, l'Europe décide. Ces 3 programmes, il y en a pour, à l'époque, 100 milliards de francs. À la même époque, la France décide le Rafale, il y en a pour plus de 100 milliards de francs. Alors, pas tout à fait comparable parce qu'il y avait des exemplaires de Rafale de production. Mais pour vous donner les enjeux financiers, l'Europe met 100 milliards, dont la France, et la France met 100 milliards sur le Rafale. Donc, bon. Allez, l'organisation Ariane. Bon, il y a 5 acteurs majeurs, je ne veux pas trop détailler. Une agence spatiale européenne qui est indépendante de l'Union européenne. Il y a des accords, mais ce sont des structures totalement indépendantes. Je vous expliquerai pourquoi. Le Centre national d'études spatiales, qui a un rôle historique dont j'ai parlé, c'était le maître d'œuvre pendant longtemps des premiers lanceurs Ariane, par sa compétence, et qui a une responsabilité étatique puisqu'on lance depuis la France.
Kourou, c'est le département d'Outre-mer, la Guyane et c'est la France. Ariane Espace, qui commercialise Ariane, Ariane Group, qui est le maître d'œuvre industriel, et puis une industrie européenne, à peu près 10 000 personnes en Europe, qui travaillent dans le domaine du spatial. Donc l'ESA a une finalité entièrement pacifique. Il n'y a absolument pas de militaire dans l'ESA. Donc c'est un regroupement de pays qui n'arrête pas d'évoluer, qui une fois de plus n'est pas l'Europe, Union européenne. La meilleure preuve, c'est qu'il y a la Suisse. Donc on a des accords avec le Canada, avec d'autres pays. Donc c'est vraiment une entité qui a des liens, mais qui est autonome. Donc l'ESA a un certain nombre de pays qui contribuent aux programmes spatiaux. Et dans ces programmes spatiaux, il y a des programmes obligatoires. C'est-à-dire que l'ESA décide que tous les pays vont financer tel programme, des programmes de sondes planétaires, etc. Et puis il y a des programmes facultatifs. Facultatif veut dire que l'agence spatiale va proposer aux pays européens un programme, on va développer un nouveau lanceur. Je dis n'importe quoi, il y en a pour 4 milliards d'euros. Mais voilà, ça va être bien, parce que ça va concurrencer les Américains, etc., etc. Et les pays européens mettent la somme d'argent qu'ils veulent. Quand on arrive à 80% du montant estimé du programme, le programme est décidé. C'est-à-dire que les pays automatiquement s'engagent à faire le complément à 100% et même s'engagent plus, ils s'engagent à aller à 120% pour prendre 20% d'aléas sur le développement du programme. Et la clause en retour est une clause de retour géographique, c'est que chaque pays qui a mis sur la table pour le développement d'un lanceur 1 milliard d'euros aura en développement dans son pays 1 milliard d'euros. Son industrie aura en chiffre d'affaires de développement la même somme. Donc c'est un système européen qui est séduisant, qui est assez biaisé, parce qu'on va toujours retrouver les mêmes pays, toujours retrouver les mêmes industriels, donc il n'y a pas de concurrence, et ça a un coût non négligeable. Mais d'un autre côté, ça permet, un pays comme la France ne pourrait pas se payer, enfin pourrait, mais ce serait au détriment d'autre chose, un programme comme Ariane, ça permet de fédérer et de lancer ces programmes. Le CNES, donc le CNES, qui est l'Agence française de l'espace, a été, il y a à peu près 2300 personnes, hein. Le CNES a été longtemps le maître d'œuvre de ces lanceurs, de développement de ces lanceurs, et il est le responsable de la base de lancement de Kourou, et ça implique au niveau des conventions des Nations Unies une responsabilité particulière. Il est état de lancement. Ça veut dire qu'il a la responsabilité de tout ce qui décolle de son territoire. On lance Soyouz depuis Kourou. Le lanceur, il est russe, mais il est lancé à Kourou. Il se crache sur New York, il tue 10 000 personnes, c'est la France qui est responsable. Ce n'est pas les Russes. Donc à ce titre-là, il a un droit de regard, bien évidemment, sur la conception des lanceurs, pour garantir qu'on minimise les risques pour en vol ne pas détruire, ne pas tuer de personnes. Et il assure la police spatiale. Ça, c'est une notion qui a été nouvelle quand on a fait Soyouz à Kourou. Le spatial européen est quand même d'importance vitale, vous pouvez vous en douter, c'est pas le militaire, mais quand même pas loin. Et puis quand on a amené des Russes à Kourou qui se promenaient un peu partout, il a bien fallu mettre un peu de barrières dans tous les sens. Donc Ariane Espace commercialise Ariane. Donc c'est une entreprise française qui aujourd'hui dépend, à plus de 70% d'actionnariat d'Ariane Group, et qui est chargé d'acheter un lanceur à l'industrie, de trouver des clients satellites et de faire des opérations de lancement. Donc Ariane Espace est une agence commerciale et un opérateur de lancement. Donc elle commercialise les lanceurs européens. Les lanceurs européens, c'est Ariane, le petit lanceur Vega, et c'était le lanceur russe Soyouz, qui bien sûr, depuis février 2022 et la guerre en Ukraine, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Ariane Group. Donc Ariane Group, c'est une entreprise privée, donc filiale à 50% d'Airbus et 50% Safran.
Airbus, c'est le côté aérospatial, Astrium, EADS, tout ça, c'est plus le côté systémier, transport spatial. Safran, bien sûr, ce sont les moteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un lanceur, plus de 60% du coût d'un lanceur, c'est les moteurs. Ce sont les moteurs. C'est vraiment le point. Voilà. Donc, elle a maintenant un rôle. Elle a remplacé le CNES sur les programmes précédents. Sur Ariane 6, elle est le maître d'œuvre de développement du lanceur. Donc, en phase de développement, et puis elle sera responsable de la production du lanceur en phase de production. Donc, les deux produits phares d'Ariane Group, c'est bien sûr Ariane, et c'est Ariane dans un contexte européen, dans un contexte franco-français, bien sûr, le missile M51, dans le cadre de la force de dissuasion. Bon, ça je l'ai dit, je vais avancer. Alors, le lanceur Ariane 5. Un lanceur, c'est un déménagement. Hein. L'objectif, c'est de prendre un paquet, un colis, en général au sol, et de l'amener dans l'espace à un point qui a été fixé en accord avec un client, d'une direction et surtout une vitesse. Donc c'est ça. Dans le principe, c'est assez simple, sauf que les vitesses, ben, c'est extrêmement rapide. On parle suivant les trajectoires de libération de la Terre, etc., ça peut aller jusqu'à 10 km/s. Donc 36 000 km/h au moment de l'injection, c'est-à-dire de quand le satellite est lâché par la fusée et devient autonome. Donc il y a plusieurs types de trajectoires, on ne va pas rentrer dans le détail. La plus classique pendant très longtemps a été ce qu'on appelle géostationnaire. Ce sont tous les satellites de télécommunications, hein, qui depuis maintenant 40-50 ans, hein, beaucoup de nos communications passent par l'espace. Ce sont des satellites qui... C'est bon là, non? Hop, voilà, c'est bon. Qui sont sur une orbite à 36 000 km de la Terre et qui vont tourner à la même vitesse que la Terre de façon à toujours voir la même partie de la surface de la Terre. Pourquoi 36 000 km? On étudie ça en première, je crois. On tourne autour de la Terre à 36 000 km. Pourquoi 36 000 km? Parce qu'on est sur une orbite circulaire, donc il y a une force centrifuge qui a tendance à virer le satellite vers l'extérieur. Mais le satellite, la gravité existe toujours, même si elle est plus faible. Et 36 000 km, c'est exactement l'endroit où la force centrifuge est égale à la force gravitationnelle. Donc le satellite ne va pas bouger. S'il a la bonne vitesse, il est dans le vide, donc il va continuer à avancer, il n'y a pas d'air qui va le freiner, il n'y a rien. Il restera sur cette orbite à 36 000 km. Alors, c'est un peu la théorie, il faut quand même corriger de temps en temps, mais c'est le principe. Des orbites où on va vouloir se libérer de la Terre, se libérer de la gravité, donc pour aller explorer l'espace, les planètes, etc. Donc ce sont des orbites de libération. Et puis des orbites plus basses, à 800 km, où là on est sur des orbites polaires, où l'objectif ça va être on tourne et puis la Terre tourne sur ses pôles, donc on va pouvoir observer des choses. Alors les militaires ils vont observer certaines choses, les agriculteurs d'autres, la météo, les machins, etc. Et puis des orbites aussi un peu plus basses, de constellations comme la géolocalisation, le GPS, le Galileo européen, etc. Donc toutes ces orbites sont, une fois de plus, suivant le client, le lanceur sera programmé pour aller mettre un ou plusieurs satellites sur ces orbites. Alors l'orbite géostationnaire, pour faire vite, on décolle de Kourou, le lanceur va pousser, et puis on va larguer le satellite, là on est à, je vous dis, 9 km/s à peu près, hein. On va larguer ce satellite sur une orbite elliptique, dont l'un des foyers est la Terre, et puis le satellite tout seul, en complément, fera une pichenette d'accélération pour partir sur cette orbite à 36 000 km. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, quelques chiffres. Bon, donc je vous l'ai dit, le point important, c'est une vitesse d'injection et un point dans l'espace. Et ce point et cette direction sont extrêmement importants parce que c'est un atout commercial. Plus on est précis à l'instant où on va larguer le satellite, moins le satellite après aura à se corriger lui-même avec ses propres carburants. Donc moins il va se corriger, moins il va consommer d'ergol, de carburant, et plus il vivra longtemps.
Donc plus le lanceur est précis dans son injection, plus le satellite vivra longtemps. Donc les opérateurs satellites, vous pouvez imaginer, si le truc est bien placé et que le satellite vit 1 an de plus, en termes de chiffre d'affaires, d'exploitation, on gagne de l'argent. Alors, quelques chiffres. Un lanceur comme Ariane 5, c'est 780 tonnes au décollage. Hein, je parlais de Starship avant. Starship, c'est 5000. C'est 8 Ariane 5. Hein. Bon, donc c'est 780 tonnes au décollage. Les satellites, parce qu'en général, c'est des lancements doubles, ça fait 10 tonnes. C'est 1,5% de la masse au décollage. Donc, c'est pas grand-chose, hein. Si le transport terrestre était pareil, ça coûterait beaucoup d'argent. Hein. Donc, les satellites représentent 1,5% de la masse au décollage. Les structures, la ferraille, l'électronique, tout ça, c'est entre 15 et 20%, ça dépend des versions. Et le reste, c'est du carburant. Parce qu'il va falloir alimenter les moteurs pour qu'ils poussent. Donc, l'objectif, quand on conçoit un lanceur, ça va être qu'il soit le plus léger possible, c'est-à-dire de gagner le maximum sur ces structures. Hein, on ne va pas mettre de la grosse ferraille, on va faire exactement le juste besoin. On va développer des moteurs qui poussent bien, mais il faut qu'ils poussent avec des carburants qui soient légers, parce que si les carburants sont très lourds, ben le moteur il pousse son carburant, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. Donc c'est des compromis entre la masse, la performance des moteurs, etc. On va, dès qu'on décolle, dès qu'une fonction, une partie dans le lanceur ne servira plus à rien, on va la larguer, on va la séparer. Un très bon exemple, c'est la coiffe. En haut d'un lanceur, il y a une coiffe sous laquelle il y a des satellites. Pourquoi on met une coiffe? Parce qu'au moment du lancement, il peut pleuvoir, il peut y avoir un peu de foudre, puis y avoir des oiseaux qui viennent se balader. Donc on a une coiffe. Quand on décolle, on est dans l'atmosphère, donc c'est compliqué, hein, il y a des frottements et tout, mais dès qu'on est à une altitude où il n'y a plus d'atmosphère, où on est dans le vide, il n'y a plus de risque, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de pluie, il n'y a plus rien. Donc la coiffe, on va la larguer, et le vol continuera avec le satellite en première position jusqu'à la phase orbitale. Et puis, donc, le dernier point, c'est, je vous ai parlé d'étage. L'une des complexités quand on développe un lanceur, c'est de cet étagement, c'est-à-dire, pour faire rapide et simple, on pourrait imaginer un lanceur où il y a les satellites avec la coiffe, un énorme réservoir, donc qui contient 80% de la masse au décollage, et puis les moteurs en dessous. Donc on va décoller, ça va pousser, on va commencer à vider les réservoirs, et puis en fin de vol, le moteur, il va surtout pousser quoi? Cet énorme réservoir qui avait servi à mettre les 700 tonnes de carburant au décollage. Donc ça, c'est de l'énergie perdue. Donc on préfère faire des plus petits ensembles cohérents, moteurs et réservoirs, qui vont pousser pendant un certain temps. On va les séparer, on va allumer un autre moteur, et comme ça, on libère de la masse inutile au fur et à mesure. Pour ça un lanceur, c'est un étagement, c'est plusieurs étages les uns au-dessus des autres, et puis des fois des boosters, parce que c'est le même principe, on a des boosters qui sont sur les côtés et qui vont se séparer. Alors c'est là que ça bouge. Hop. Alors la fusée Ariane 5. Donc il y a deux boosters à poudre. Donc c'est des belles bêtes, ils font 30 mètres de haut sur 3 mètres de diamètre. 40 tonnes à vide de carcasse, donc c'est de la ferraille, 240 tonnes de poudre, chacun. Et ça pousse pendant 150 secondes. Donc si vous faites le calcul, ça consomme 4 tonnes à la seconde sur les deux boosters. On crame 4 tonnes de propergol, de poudre, par seconde. Vous verrez sur les films, la flamme fait 200 mètres de long. Hein. Le lanceur fait 60 mètres, vous verrez la flamme, elle est... Donc c'est assez péchu. Les 240 tonnes, c'est la masse. La poussée, c'est 600. Oui, pardon, la masse est 240 tonnes. Oui, il y a 240 tonnes de poudre à l'intérieur. Et la poussée, c'est 650 tonnes. Oui. Chacun. Alors l'étage central, le premier étage central, c'est un étage cryogénique. Donc c'est de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide.
Il y a à peu près 170 tonnes, dans cette version-là, oui, il y a 170 tonnes de carburant, un moteur central. Et alors là, pour le coup, autant les boosters, je ne vous l'ai pas dit, mais ce n'est pas très écolo, parce que ça crache de l'alumine, de l'acide chlorhydrique, etc. C'est pas très sympa, alors que le moteur là, celui-là, hydrogène-oxygène, ça fait de l'eau. Donc c'est un moteur à eau. Hein. Donc il pousse 135 tonnes, c'est beaucoup moins que le précédent. Je reviendrai un peu sur la propulsion liquide et solide. On a un deuxième étage, je vous montrerai la séquence de vol après. Pareil, hydrogène-oxygène, beaucoup plus petit, qui a, vous voyez, 15 tonnes, qui pousse 6 tonnes 5, qui lui va fonctionner quasiment 1000 secondes hein, en vol, avec un moteur qui s'appelle le HM7Bet, qui est le moteur historique d'Ariane. Il volait sur Ariane 1, ce moteur, hein, il était un peu adapté, mais il volait sur Ariane 1. Véhicule Equipment Base, c'est là qu'il y a les ordinateurs, les équipements intelligents, des centrales inertielles qui permettent de se placer, de savoir où on est dans l'espace. Donc c'est une virole qui contient tous les équipements. Je continue, ça marche aussi de là. Donc Ariane 5 est optimisé pour le lancement double, donc on a 2 satellites à l'intérieur de la coiffe, et il faut donc une structure qu'on met par-dessus le satellite bas et qui supportera le satellite haut, voilà, et puis une coiffe. La coiffe fait 17 mètres de haut, hein, quand même, c'est pas... Alors, on est en Europe, les structures des boosters sont faites en Allemagne, elles sont préparées en Italie, le segment du haut est coulé en Italie, ça s'est coulé en Guyane dans une entreprise franco-italienne. Le réservoir central est fait en France, le bâtimoteur, la structure là, c'est la Hollande. Cette structure-là, c'est en Allemagne. Le moteur est fait à Vernon, mais avec des équipements allemands, le Divergent et Volvo, Suède. Pareil, là, vous continuez. Là, l'étage est intégré en Allemagne, donc les réservoirs sont faits en Allemagne. La case est faite en Espagne, à Madrid, par Casa. Et puis la coiffe est faite en Suisse, par Ruag, qui est ex-Contraves. Donc vous voyez qu'on a quand même vraiment une connotation européenne. Le programme de vol est français, est fait par Ariane Group au Muro. Les calculateurs sont suédois, c'est Saab qui les fait. Donc vous voyez, on est vraiment sur une maîtrise d'œuvre française, mais dans un contexte vraiment européen. Allez, 2 mots sur la propulsion. Donc un moteur, un étage cryogénique, c'est 2 réservoirs, de l'hydrogène liquide et de l'oxygène. L'hydrogène liquide, moins 250 degrés, 20 et quelques Kelvin. L'oxygène, 180. Moins 180. Donc, quand c'est conservé au sol, ces ergols, c'est conservé dans des réservoirs qui ont des doubles enveloppes. Et entre les 2 enveloppes, on tire au vide, de façon à ce qu'il n'y ait pas de pont thermique. Donc, on a du froid au milieu et les apports de calories extérieures sont arrêtés par le fait que c'est le vide. Sur un lanceur, ce n'est pas possible de mettre des structures comme ça. Donc on a des réservoirs assez fins, parce qu'il faut que ça soit léger. On met le jaune que vous voyez, c'est quand même des protections thermiques. Mais on va remplir au dernier moment, dans les dernières heures, hein, avant le décollage, pour ne pas consommer trop de carburant, parce qu'il se réchauffe très rapidement. Hein. Donc on a les 2 réservoirs. On décolle à une pression assez faible, hein, de quelques bars dans les réservoirs. Donc les 2 lignes d'alimentation vont alimenter une chambre de combustion. Donc on va ouvrir les vannes qui vont bien. Alors là, c'est pas hypergolique, donc là, il faut mettre une charge pyro pour allumer tout ça. Donc on va allumer l'hydrogène et l'oxygène à basse pression. On va allumer un deuxième générateur, une deuxième chambre de combustion qui va entraîner des turbines et des pompes. Et là, on va monter en puissance sur le moteur. On va monter jusqu'à 130 bars. Et donc, on créera, lors de la combustion, la force de poussée qui, par réaction, pousseront le lanceur vers le haut. Donc là, vous voyez là, c'est une photo de Vernon, hein, du banc d'essai de Vernon. Et le beau panache que vous voyez, c'est de la vapeur d'eau. Hein, c'est sympathique. La propulsion solide, donc là, c'est un peu différent. Donc on a un corps. Alors, sur Ariane 5, c'est un corps métallique.
sur le missile et sur les nouveaux lanceurs, c'est des composites. Mais là, vu la dimension, ce n'était pas possible de faire une structure composite unique d'une telle dimension. Donc on a une structure métallique. À l'intérieur, on va couler de la poudre en laissant un canal central vide. En bas, on va mettre une tuyère. Et en haut, un allumeur. On allume, ça enflamme toute la poudre qui va se consumer de façon radiale vers l'extérieur. Les gaz sont éjectés et par la tuyère, on crée aussi une force de poussée. L'extrême complexité de ces étages, c'est cette pièce-là, puisque en vol, on va piloter. Ça veut dire que pour guider le lanceur, on bouge les jets. Hein, on n'a pas d'aileron, on n'a pas de choses comme ça, on bouge les jets. Donc il y aura des vérins mais il faut que la tuyère soit flexible. Donc vu les pressions, on est à 60 bars dans la chambre, vu les températures, c'est hyper corrosif la poudre, donc ces pièces-là sont extrêmement compliquées et sont faites en France, hein, à Bordeaux. Voilà. Donc on a vu le lanceur, maintenant il faut le lancer. Donc la base de lancement, on a choisi Kourou. Pourquoi Kourou ? Alors, la première raison, elle n'est pas forcément dans la ligne, c'est celle-là. C'est proche de l'équateur. Alors, on va revenir sur la planche en arrière, on peut. Alors, pourquoi une base de lancement équatoriale est intéressante ? Si vous êtes assis sur le pôle nord, vous êtes assis sur le pôle, en 24 heures, la Terre tourne, vous tournez sur vous-même, bon, vous n'avez pas fait grand-chose. Si vous êtes assis sur l'équateur, en 24 heures, vous faites 40 000 km. Vous ne vous en rendez pas compte puisque l'atmosphère bouge avec vous. D'accord ? Donc, quand un lanceur va décoller de Kourou, il a intrinsèquement déjà une vitesse. Et cette vitesse, quand on va sortir de l'atmosphère, ça va donner une pichenette qui, naturellement, quels que soient les moteurs, quelle que soit la tête du lanceur, va accélérer le lanceur. Donc, plus le lancement est équatorial, meilleur il est. Ariane 5, lancé à Cap Canaveral, enfin Kennedy Space Center aux États-Unis, aurait 17% de moins de performance. Simplement par la géographie. C'est pour ça que alors je reviens à la planche suivante, j'ai mis cette photo parce que c'était assez étonnant. Il y a eu un projet de lanceur qui s'appelait Sea Launch, vous avez peut-être entendu parler, c'est un lanceur russe, je leur dirai deux mots. Eux, ils ont adapté une plateforme de pétrole avec des Norvégiens. Ils ont pris un lanceur russe, ils partaient de San Diego, plein Pacifique, et ils allaient pile sur l'équateur pour lancer. Parce que c'est des kilos gratuits. Donc c'est l'intérêt principal de Kourou, on est à 5 degrés nord, 4 degrés nord, donc vraiment sur l'équateur. C'est un pays stable, c'est la France. Alors, il faut le savoir, Kourou n'est pas en Guyane. Kourou est en France. Ça veut dire que si un jour la Guyane demande son autonomie, Kourou restera français. Par un décret de 1960 et des bananes, vu les milliards investis, ça restera, il y a ce qu'on appelle le port spatial de l'Europe, qui a à peu près 60 km de long sur 10 de large, ça restera français. Donc c'est quand même stable économiquement. Il n'y a pas de tremblement de terre, c'est plutôt sympa. Il n'y a pas d'ouragan, de tempête. Alors il y a des vents en altitude. Ce soir, il y en a qui empêchent de lancer la dernière Ariane 5, mais c'est quand même assez exceptionnel, c'est la période, c'est la mauvaise période. Et puis, pour profiter de cette capacité de pichenette dont je parlais tout à l'heure, il faut tirer vers l'est. Et quand on décolle, si on va vers l'eau, plutôt que vers des grosses villes, c'est plutôt sympathique parce qu'un lanceur qui décolle, c'est en général les premières minutes qui sont critiques. Donc si on a de la mer, le lanceur explosera, ça tombera en mer, c'est pas trop grave. Si vous tirez de Bécon-les-Bruyères et qu'il explose sur Paris, vous imaginez les conséquences. Donc l'avantage de Kourou, c'est qu'il y en a un angle qu'on appelle un azimut de tir, qui va à l'est, et puis au nord c'est pareil, il y a de l'eau, bon, après il y a les États-Unis pas loin, mais donc on a quand même un large champ de capacité de lancement qui fait que c'est une base très attractive. Rapidement, donc le lanceur, une campagne de lancement à Kourou, chaque étage vont arriver, on va les
les boosters, ils sont tellement gros, tellement lourds qu'on les assemble en Guyane. On ne peut pas les transporter. Hein. Transporter 250 tonnes, enfin même plus, 280 tonnes en métropole, sur un bateau, etc., c'est impossible. Donc les boosters sont assemblés à Kourou. Et puis, on a un bâtiment d'intégration. On va assembler les 2 boosters et l'étage principal. Vingtaine de jours de boulot, à peu près, à Kourou. Et puis, on changera de bâtiment. On ira dans un bâtiment plus haut, qui fait 100 mètres de haut, où on viendra mettre la coiffe, les satellites. Et puis, on ira en zone de lancement, la veille, et le jour du lancement. Donc on va remplir, on va préparer tout pour le lancement, et puis à la fin on aura, vous le verrez dans le film, si vous regardez sur internet, on a une séquence automatique finale de 7 minutes qui est toujours la même, on appelle la séquence synchronisée, où là il n'y a plus d'intervention humaine, tout est entièrement automatique, et on va mettre en configuration, isoler le lanceur du sol, le préparer pour le vol, l'isoler, tout ça de façon entièrement automatique, contrôlée. Si on a un arrêt parce qu'il y a un contrôle qui est mauvais, on recommencera à moins 7 minutes. À chaque fois, on a cette durée qualifiée des 7 minutes. Donc cette phase-là devient dangereuse parce qu'une fois de plus, on prépare le lanceur pour le vol. Il est alimenté par le sol, on va le mettre en route ses batteries, ses piles. On va on va couper les communications entre le lanceur et le sol pour décoller. Alors, un vol. Donc, le H0, c'est on allume le moteur principal, là, hydrogène-oxygène, qui va cracher de l'eau. Donc, ça prend un certain temps. Enfin, un certain temps, c'est quelques secondes. Et vers 6 secondes, 5, vous le verrez sur le film, hein, il est à pleine puissance et on contrôle son fonctionnement. Et là, on allume les deux boosters. L'avantage des 2 boosters, l'avantage de la poudre, c'est que c'est immédiat. La puissance est immédiate. C'est-à-dire que le lanceur Ariane 5, avec ses 780 tonnes, il est simplement posé sur une table. Il n'est pas accroché. Et le fait d'allumer les boosters, il décolle simplement. Dans le développement, il faut se débrouiller, vu qu'il y a 2 boosters, pour que les 2 boosters poussent à peu près la même chose. Parce que sinon, c'est ce qu'a fait Starship, hein, il part en crabe et il risque de se cracher quelque part. Donc il faut garantir une symétrie de poussée entre les 2 boosters. Mais c'est d'une simplicité biblique, puisque, une fois de plus, il est posé. On l'a construit sur la table de lancement, on allume, ça décolle, c'est simple. Alors que sur Ariane 4, les moteurs liquides, c'est comme les moteurs montent en puissance lentement. Il y a un moment où la puissance commencerait à faire décoller le lanceur, mais n'est pas encore en puissance max. Donc on aura un lanceur qui risquerait de décoller. Donc ce qu'on faisait sur Ariane 4 ou Ariane 1, on avait des mâchoires, on accrochait le lanceur au sol, on allumait les moteurs, donc on attendait que la poussée soit nominale, contrôlée, et là, tac, on avait des vérins pyro aussi, on détachait, et le lanceur montait. Donc c'est un système plus compliqué, on risque d'avoir une mâchoire qui ne s'ouvre pas, nanana. Bon, alors que là, on allume, ça part. Donc ça décolle. Je vous l'ai dit, pendant 2 minutes, les boosters poussent 90% de la poussée, c'est les 2 boosters. Au bout des 2 minutes, commence à plus y avoir de poudre dans les 2 étages, donc là, l'accélération baisse, on le détecte et on va séparer les étages. On n'a plus besoin, on a bouffé le carburant. Alors donc c'est des liaisons pyrotechniques assez sophistiquées on va mettre en tension des liaisons et on va les casser pour que les 2 boosters se séparent et sans trop chanstiquer le corps principal. On va continuer à pousser, donc là on ne pousse plus que par le moteur central, le moteur principal. On quitte l'atmosphère, je vous l'ai dit tout à l'heure, la coiffe, il n'y en a plus besoin, donc on la largue. Pareil, dans cette coiffe de 17 mètres, elle a une découpe verticale et horizontale, donc on fait péter tout ça. Ça retombera dans l'Atlantique. Quand on n'a presque plus d'hydrogène-oxygène dans le réservoir, on va couper le moteur. On va séparer, là aussi, à chaque fois c'est de la pyro, hein, c'est des cordons étanches pyrotechniques qui pètent et qui cassent de la ferraille. Et puis on a le petit étage supérieur qui va pousser, qu'on va allumer, qui va pousser pendant 10 minutes. On va l'éteindre et là on va commencer à s'occuper de larguer les satellites, donc choisir le bon angle. Par des sangles pyrotechniques avec des ressorts, on lâchera le satellite.
et puis le deuxième satellite après. Donc un vol comme ça dure une trentaine de minutes. Et là, on est, je vous le disais tout à l'heure, à 9 km/s. Alors, juste quelques mots sur les satellites. Donc, majoritairement, c'est des satellites commerciaux, GTO, communication, observation de la Terre, GPS. On a lancé une partie de la constellation Galileo, le GPS européen, c'était fait par Soyuz, mais aussi par Ariane. On a lancé l'ATV, Automatic Transfer Vehicle, c'était un cargo. Alors, comme c'était en orbite basse, là on mettait 20 tonnes, pas 10, mais 20 tonnes. Ça amenait du fret à la station orbitale, à la station internationale, hein, donc il n'y a pas eu d'humains, mais donc on en a fait 5, et puis on a fait des missions plus exotiques et scientifiques. Donc dans les vraiment notables, il y a James Webb, je ne sais pas si vous avez entendu parler, télescope de la NASA, 10 milliards de dollars, 10 milliards, qui a été lancé en Noël, il y a 1 an et demi, je crois, le jour de Noël. Donc la NASA fait confiance à Arianespace, au passage, qui fait des images fantastiques, vous avez vu, des sondes d'exploration, et puis l'avant-dernier lancement, je ne vais pas résister au plaisir de vous montrer, on a lancé JUICE, vous avez peut-être entendu parler, c'est Airbus Defence and Space qui a fait ça, pour le compte de l'Agence spatiale européenne. C'est une sonde qui va explorer les lunes glacées de Jupiter. Donc là, j'ai juste mis la trajectoire. Donc ça a été lancé par Ariane en avril 2023, c'était récemment. Donc c'est une orbite de libération, on quitte la Terre. Donc on launch avec nous. On va revenir, vous savez que les sondes, c'est des voyages lointains, longs, et souvent on va se rapprocher d'une planète pour réaccélérer, pour faire un effet de fronde. Donc la sonde va revenir en 2024 près de la Terre pour se réaccélérer. Donc elle est attirée par la Terre, mais vu sa vitesse, elle repart. Elle va s'approcher de Vénus, elle revient sur la Terre, et puis elle part sur Jupiter. Elle va s'accélérer une fois sur Jupiter, et elle ira voir les lunes glacées. Avril 2023, 2034. Oui, il y en a pour 10 ans pour y aller. Et puis elle se posera, elle va observer elle se posera sur la dernière, pareil qu'il y a des océans souterrains. Bon, voilà. Vous allez me dire, Ariane 5, il est beau ce lanceur, pourquoi ce soir, ou demain soir, on ne le lance plus? C'est un lanceur très, très joli, c'est vrai, sympathique, très fiable. C'est certainement le lanceur le plus fiable au monde en ce moment. Mais il a un problème majeur, c'est qu'il est extrêmement cher. Extrêmement cher. Aujourd'hui, tous les lancements d'Ariane 5 sont déficitaires. Et l'Europe finance chaque lancement. Paye des dizaines de millions d'euros, alors pas 50, mais 1, 2, pour pouvoir utiliser Ariane. Et même quand un opérateur américain de satellite qui est bourré de fric est lancé sur Ariane, la communauté européenne, l'Agence spatiale européenne, finance. Parce que c'est un lanceur qui est pas tout jeune, et puis surtout que la compétition mondiale s'est développée de façon exponentielle depuis 30 ans. Là, j'ai mis un truc qui date un peu, c'est le prix du kilo de satellite à mettre en orbite. Le transport spatial, c'est un déménagement. Donc vous voyez, en 2000, 1 kilo en orbite, c'est un peu simplifié, ça coûte, il y a d'autres coûts à prendre en compte, mais 1 kilo, c'est en moyenne 22 000 $. En 2020, c'est 12. Et ça a encore baissé. Donc une concurrence s'est développée et Ariane 5 n'est plus dans la course. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Ariane 5 soit un bon lanceur il y a 30 ans? Il a été conçu en 1987, donc c'est pas tout jeune. C'est qu'une fois de plus, la concurrence s'est développée. Historiquement, les lanceurs, c'était des entreprises aéronautiques. Lockheed Martin, Boeing, je parle de l'Occident, les Russes, c'est un peu différent. Boeing, en Europe, Aérospatiale, Airbus, les moteurs Safran. Au Japon, il y avait Mitsubishi.
Et puis des agences nationales qui payaient. Ça, c'était les années 70-80. Il y a eu une première évolution à l'ouverture de la Russie. À la fin de l'URSS, quand la Russie s'est un peu ouverte sur le monde occidental, il y a pas mal de Russes qui se sont dit, mais nous on a un paquet de lanceurs disponibles, qui marchent, pourquoi ne pas les mettre sur le marché commercial de lancement de satellites auprès des opérateurs? Alors comme ils n'avaient pas l'expérience de ce contexte commercial, ils se sont associés avec des entreprises occidentales, mais ils se sont mis sur le marché. Donc on a, je reviendrai dessus, on a eu une époque, ces lanceurs qui ont débarqué, qui ont été concurrentiels de... Donc là on est dans les années 90. 2000, la deuxième étape, alors c'est un peu plus compliqué que ça, je simplifie, mais c'est pour quand même marquer les esprits. Deuxième étape cruciale, ça se passe encore aux États-Unis, c'est qu'indépendamment des États, il y a des gens, des investisseurs privés, qui sont milliardaires et qui décident de faire du spatial, comme ils feraient autre chose. On sort de Lockheed Martin, Boeing et Airbus, et on a des Américains, je vais le détailler, qui mettent des sommes d'argent considérables sur la table et qui se font des lanceurs. Qui, bien sûr, ne sont pas des enfants de cœur, ils font ça aussi pour gagner de l'argent. Et puis une troisième étape, qui est la conséquence de la deuxième, qui est l'explosion de start-up donc dans le spatial. Alors, rapidement, la première étape, les Russes. Donc, au moins 4 lanceurs russes sont apparus sur le marché commercial en quelques années. Alors, un gros lanceur Proton, qui est un lanceur russe qui a été commercialisé par Lockheed Martin. Le projet, alors ça c'est un petit truc, c'est un missile soviétique, là, à ergol liquide, qui a été c'est un tout petit truc sur des orbites polaires pour des tout petits satellites. Sea Launch, je vous en ai dit 2 mots, c'est un lanceur alors, russe et ukrainien, Zénith, qui a été commercialisé par Boeing. Et puis nous, on a dit, nous, il nous faut notre lanceur russe. Donc on a choisi Soyouz. Alors à chaque fois, dans cette commercialisation, les Russes gardaient le monopole de leur lancement vol-habité, et bien sûr stratégique, militaire, etc. etc. C'était vraiment l'entrée sur le marché commercial des satellites de télécom, constellation, etc. Donc nous avons l'Europe, par une première filiale d'Arianespace qui s'appelait Starsem, qui était à 50% Arianespace et Roscosmos, l'entreprise qui gère Soyouz. On a fait des lancements de Soyouz depuis Baïkonour, donc la base de lancement russe dans au Kazakhstan. Et puis dans un deuxième temps, comme ça marchait, on a construit une base de lancement de Soyouz à Kourou. Alors bien sûr, là-dedans, il ne faut pas rêver, les Russes n'ont rien investi. Ça a coûté 400 millions d'euros, c'est l'Europe qui a payé. Et au passage, on a arrêté Ariane 4 pour tirer depuis Kourou des lanceurs russes. Bon, il y a certaines personnes qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec ça. Bon, il y a eu des enjeux politiques, gouvernementaux, et on a préféré faire travailler des Russes que des compagnons européens qui serraient des boulons sur Ariane 4, etc. Bon, on le paye cher maintenant, puisque, comme je vous l'ai dit, tout ça c'est terminé. Parce qu'avec la guerre en Ukraine, on a arrêté. Donc on a construit un pas de tir à Kourou, pour lancer le lanceur Soyouz. J'ai un peu travaillé dessus, c'est une expérience passionnante, parce que les Russes ont une expérience du spatial, bien sûr, monumentale. On avait des gens, c'était en 2000 et quelques, un peu plus de 40 ans, on avait des gens de 75 ans en face de nous qui avaient toute l'histoire du spatial russe dans la tête. C'était assez passionnant. Mais d'un autre côté, l'Europe a fait quoi? On a fait le béton, on a fait l'énergie électrique, mais le lanceur et toutes les interfaces du lanceur, on a payé les Russes pour qu'ils s'installent à Kourou. On les a regardés faire, enfin on les a financés. Donc ça a duré, on a fait, je voulais vérifier, je crois 20 et quelques lancements depuis Kourou. Et maintenant le truc est en sommeil, il reste 2 lanceurs, on a viré tous les Russes de Kourou en février l'an dernier, 2022. Donc la deuxième étape, c'est les investisseurs américains. Donc le premier qui est connu, c'est Elon Musk, qui a fait fortune dans PayPal, en développant PayPal, le système de paiement sécurisé sur Internet, qui avait plein d'argent, et qui s'est dit, du jour au lendemain, il n'avait aucune expérience, il faisait de l'informatique. C'est un ingénieur sud-africain. Il a dit, je vais me lancer dans le transport spatial. Et il a investi de l'argent, et il a une communication très
très volontariste dès le départ, et une approche très industrielle par rapport à nous, ou même les Américains. Hein. On est dans un monde, une fois de plus, depuis 40-50 ans, les lanceurs, les moteurs. Lui, c'est vraiment du pragmatisme, du bon sens, et une fois de plus, une approche industrielle. Dès le départ, il a dit, je vais faire des lanceurs réutilisables. Si on veut gagner de l'argent, il faut réutiliser. Il ne faut pas que ça tombe en mer, il faut que ça tombe sur une plateforme, on va le nettoyer, le refurbisher, on repart. Donc dès le départ, il a eu cette volonté-là. Il a eu une communication extrêmement forte aussi, qui est partie dans tous les sens. Il a attaqué Ariane 5 dès le début. Hein. Il n'avait pas forcément des gants pour faire tout ça. Et il a eu une communication aussi qui a dépassé ce cadre industriel et tout, un peu idéaliste je ne sais pas si vous vous souvenez, de Planète B. Donc il disait, la Terre, on est trop nombreux, on l'a pourri, l'avenir, c'est on va vivre tous sur Mars. Donc on va construire des lanceurs et on ira tous habiter sur Mars. Bon. Donc, il est passé pendant longtemps, moi je me souviens, j'étais au Muro sur Ariane 5 à l'époque, clairement il passait pour un touriste. Hein. En 2005, il parlait beaucoup, mais bon. Mais il n'a pas fait que parler, hein. Il a réalisé des choses, et là, il y a quand même une somme il a lancé son premier lanceur en 2010. Le Falcon 9, il a fait un module de fret vers la station orbitale, il l'a lancé 2 ans plus tard. Sa version lourde de lanceur automatique, il l'a fait en 2018. Hein. Et puis, il a fait du vol habité. Aujourd'hui, les Américains retrouvent une autonomie d'accès à l'espace, parce que pendant longtemps, quand ils ont arrêté la navette, ils allaient chercher des lanceurs russes, et je peux vous dire que les Russes, ils les faisaient payer. Hein. L'accès à la station orbitale, la station internationale, 400 km d'altitude pendant, je ne sais plus combien, 10 ans, après l'arrêt de la navette américaine, le seul moyen d'y aller, c'était les lanceurs russes. Et je peux vous dire que le fauteuil, il était cher, très très cher. Donc c'est grâce à Musk, parce que Boeing, qui avait aussi des projets sur la NASA, pareil, perte de compétences, perte de tout ce qu'on veut, ils avaient du mal, et c'est Musk qui a fait voler des astronautes de la NASA pour la première fois depuis la navette américaine. Hein. Donc, une fois de plus, c'est un touriste, entre guillemets, parce que vous avez vu, maintenant, il a racheté Twitter, ça part un peu dans tous les sens, mais il a fait Tesla, quoi. Enfin, il a participé à Tesla, et Tesla, maintenant, est une entreprise automobile qui est plus que reconnue. C'est lui aussi, quand même, qui a fait cette croissance. Donc, il est plus que crédible. Donc voilà quelques photos. Hein. Ici à gauche, on voit son lanceur Falcon 9. Donc c'est vraiment d'une simplicité. Quand son lanceur est sur le pas de tir, s'il a besoin d'intervenir, il va chercher une grue, il met des mecs dans une nacelle et ils vont ouvrir une porte à 30 mètres du sol pour réparer quelque chose. Hein. C'est vraiment rudimentaire. Hein. Enfin, j'exagère un peu. Après, il a fait son lanceur Falcon Heavy. Donc c'est pareil, c'est pas des boosters liquides ou des boosters machin. Ce premier étage, les trois, ce sont les mêmes. C'est exactement les mêmes étages. Bon, ils sont réglés différemment en termes de poussée, etc. Mais c'est 3 fois le même étage. Et ils récupèrent. Je ne sais pas si vous avez vu, ça c'est le premier lancement. Les 2 boosters sont redescendus sur Terre exactement en même temps. C'était assez fantastique. Il avait mis une Tesla, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait mis une Tesla sous la coiffe, son roadster personnel, il l'avait mis sous la coiffe. Bon, il y a un peu de mégalomanie dans tout ça, hein. Bon, mais enfin quand même, ça marche. Hein. Et regardez sa station, son Crew Dragoon, là, sa capsule vol habité, c'est simple. Avant, les mecs étaient engoncés dans des trucs avec des appareils partout. Ils ont des écrans tactiles et ils vont à 400 km d'altitude. Hein. Alors là, après, ça, c'est son nouveau lanceur. Là, on a dit 2 mots, le fameux Starship. Bon, lui, il y a encore du boulot. Hein. Il a fait un vol, là, il y a quelques temps. Hein. Mais enfin, c'est 5000 tonnes de décollage. Hein. C'est 8 Ariane 5 en même temps. Hein. Il y a 33 moteurs au décollage. Et là, lors du premier lancement, il y en a 3 qui sont mal mis en froid, etc. Il a dit, bon, on décolle sans les 3 moteurs. Il a décollé avec 30 moteurs au lieu de 33. Il y va, hein. C'est pas... Bon.
Donc aujourd'hui, c'est le leader mondial du spatial. Il ne faut pas se voiler la face. Ah oui, j'en dirai 2 mots à la fin, mais il fait du vol habité, il fait du cargo, il fait du lancement commercial. La NASA le suit, alors pas sur tout, mais il avance. Alors l'autre, qui est son concurrent, entre guillemets, c'est Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui lui aussi, un jour s'est dit, Amazon, vous le connaissez, hein, il fait des colis, des machins, des trucs. Un jour, il s'est dit, je vais faire des lanceurs. Bon, à l'époque, sa fortune personnelle, c'était 250 milliards, je crois. Donc il a créé une société, Blue Origin, il a été acheté des experts de la NASA, des motoristes, des machins, tout ce qu'on veut, et il s'est mis à développer ses propres lanceurs. Alors, moins vite que Musk, mais ça promet de ne pas être triste. Hein. Il développe des moteurs cryo maintenant, des moteurs cryogéniques, c'est quand même d'une complexité, un moteur cryo, il en fait et il les vend à Boeing. Il les vend à Boeing, contre Rocketdyne, qui est le motoriste historique de la navette américaine, des Saturn V et tout. Il concurrence des motoristes historiques américains et il vend ses moteurs aux Américains. Il développe un nouveau lanceur, lourd. Alors là, il a 3 ans de retard. Hein. Bon, parce qu'on ne s'improvise pas quand même dans le spatial comme pour vendre des cacahuètes. Donc il y a quand même une compétence à... Il vient de gagner un contrat pour la NASA contre SpaceX, pour l'appareil qui a l'UNIRA là, dans le nouveau programme lunaire américain. Et puis il s'est amusé à faire un petit truc commercial là, pour commencer, un petit lanceur. Alors lui, c'est pas des satellites, c'est du tourisme spatial. Donc c'est un seul étage qu'il récupère, avec une capsule habitée en haut. Donc ça part, l'espace... La définition de l'espace, c'est 100 km d'altitude. Donc il envoie des gens, ils sont à 100 km, ils regardent la Terre, ils prennent une photo, ils redescendent, tout le monde est content. Et pour le premier vol, parce qu'il a fait des essais en automatique, avec son truc qui revient sur Terre, il a mis une capsule qui revient sur Terre, et le premier vol habité, il est monté dedans. Bezos. Il faut quand même avoir le... Il a fait le voyage ? Oui, il a fait le voyage, avec son frère. Ils étaient 4. Le type, il est multimilliardaire, il prend le risque de monter dans un truc qu'il a développé lui-même sans rien y connaître. C'est quand même des gens qui ont une mentalité de pionnier assez fantastique. Bon, alors, donc ça, c'est la réalité américaine. Et puis, ça fait des émules. Alors, c'est ce qu'on a appelé le New Space, on parle anglais, et actuellement, ça a commencé il y a 4-5 ans, même un peu plus, ça a inspiré beaucoup de monde. Et dans le monde entier, tout le moins dans le monde occidental, des kyrielles d'entreprises, de start-up se créent avec des idées de faire des lanceurs spatiaux. Alors pas forcément des gros, mais au moins des petits lanceurs, et puis avec l'idée de progresser. Ce que j'ai oublié de vous dire sur Bezos, pour se rendre compte aussi de volume financier, Bezos met chaque année de sa fortune personnelle dans sa société spatiale, en investissement de développement, 1,2 milliard de dollars. L'Europe, sur Ariane, met la même somme. Un homme, 300 millions d'habitants en Europe. Vous voyez un peu les enjeux. Hein. En Europe, c'est les États qui payent encore. On n'a pas beaucoup. Alors ça démarre justement avec ces startups. Ce que je mets, la BPI investit dans des startups en France. Ça se développe. Il y en a en Allemagne, il y en a en Espagne, il y en a aux États-Unis. Ça part dans tous les sens. Chacun fait des annonces. La communication est bien sûr fondamentale. Là-dedans, ils sont tous sur les réseaux sociaux à dire on tire dans 6 mois, on tire dans machin. Bon, les Américains, là, il y a une petite boîte dont j'ai oublié le nom, qui vient de lancer, bon, le lanceur s'est planté, mais le lanceur, 80% d'impression 3D. Donc ils innovent vraiment, c'est vraiment des nouvelles technologies, c'est une nouvelle économie, il y en a qui vont se planter, il y en a qui vont s'associer, il y en a qui survivront, etc. etc. Bon. Donc là, en ce moment, c'est l'effervescence totale, une communication aussi agressive. Moi, on voit des petites boîtes qui critiquent Ariane, hein. Des mecs qui n'ont rien prouvé de leur vie, mais qui se permettent de critiquer Ariane. Mais bon, c'est dans le paysage local. Bon, et puis il y en a une qui est peut-être un peu plus crédible, alors j'en parle parce que Expert Connect
travaille avec Maya Space. Donc Maya Space, c'est une filiale d'Ariane Group qui a pour objectif de développer un lanceur qui fait quand même plus de 300 tonnes au décollage, hein, mais en mode start-up, innovation, méthode agile, tout le monde ensemble, on y va, on fonce. Hein. J'ai un peu travaillé pour eux là, à l'automne. Bon, c'est vraiment des nouvelles méthodes, il faut les aider, on disait deux mots tout à l'heure, il faut de temps en temps que des vieux les alertent sur des sujets, mais il faut qu'ils innovent aussi par rapport à nos entreprises classiques. Et pareil, ils veulent récupérer le premier étage. Voyez, je recommence, excusez-moi. Donc c'est très proche du système américain. Hein. On rallume et on a des pieds qui se... Donc une barge en mer au large de Kourou qui va... voilà, donc il vise 2025, je crois, pour tirer. Donc ça part, une fois de plus, absolument dans tous les sens. Bon, mais l'Europe a quand même prévu déjà depuis quelque temps, alors quand même avec du retard, de remplacer Ariane 5. Hein. Et la réponse, c'est Ariane 6. On reste dans cette famille Ariane, mais le challenge, je ne dirais pas unique, mais principal d'Ariane 6, il est extrêmement simple. C'est moins 40% de coût de production par rapport à Ariane 5. Le cahier des charges, il est simple. Moins 40%. Si on veut s'aligner un tant soit peu sur le marché, c'est l'enjeu. Donc ce lanceur est très proche d'Ariane 5 avec des boosters à poudre. Alors la différence, c'est qu'on peut en mettre 2 ou 4. Ils sont plus petits, hein, là c'est 120 tonnes, mais enfin je crois qu'ils font maintenant 140 tonnes. On en met 2 ou 4, 2 étages cryo. Le lancement du programme les premiers contrats ont été signés en 2014 pour un lancement contractuel fin 2020. Donc Ariane Group, maître d'œuvre, a visé 6 mois de marge. Donc on va tirer le 17 juillet 2020. On n'a pas tiré. On a au moins 3 ans et demi de retard. Lié à une organisation, parce qu'il n'est pas très innovant ce lanceur. La seule innovation, c'est que le moteur cryo supérieur, ça c'en est une vraie, qui est aussi un moteur hydrogène-oxygène, a la capacité de se rallumer en vol, ce qui est extrêmement compliqué. Les températures basses, mais quand on a allumé le moteur, il s'est réchauffé, donc il faut le refroidir, c'est extrêmement compliqué, parce que les satellites ont des orbites de plus en plus tordues, donc on va chercher à le rallumer. Bon, c'est la vraie innovation de ce lanceur avec les moins 40%. Voilà. Donc... Parce que 15 000 kN de poussée au décollage, c'est à peine plus que Ariane 5 actuellement. Ah oui, absolument. C'est pas... En performance, il ne fera pas beaucoup plus. Hein. Alors, sans rentrer dans le détail, les satellites, avant, il y a 20, 30 ans, les satellites, il y a de l'électronique, il y a des antennes, il y a des machins, et il y avait beaucoup de carburant. Des carburants liquides, de l'hydrazine, des choses comme ça. Et la masse du satellite était, parce que sa durée de vie en orbite, c'était sa capacité à se corriger. Il vivait le temps qu'il avait du carburant. Maintenant, il y a de la propulsion électrique. Bon, je ne sais pas trop comment ça marche, mais ils sont plus légers. Donc, on n'a pas forcément besoin d'augmenter la performance en masse de lancement des satellites. L'injection, c'est toujours le même problème. Les orbites un peu tordues, plus on en fera, plus on sera commercial. Mais il ne faut pas forcément être beaucoup plus puissant qu'Ariane 5. Ils ont changé aussi, le marché a changé un peu au niveau des orbites, c'est-à-dire qu'avant, oui. on faisait beaucoup de géostationnaire, oui. avec les constellations, voilà. Ouais. Voilà, alors il faut des trucs rallumables, voilà. Est-ce qu'ils envisagent de récupérer les étages intermédiaires? Non, pour l'instant non. Ariane 6, Ariane Group, pendant très longtemps, a dit voilà, sur les cadences de lancement, je n'en ai pas parlé, mais c'est faible. Hein. On lance Ariane 6, on vise au maximum 12. Ariane 5, c'était 7, 8. Donc vous avez des moyens de production pour produire 7 à 8 lanceurs par an. Si vous récupérez, vous allez n'en produire que 3, 2. Mais les frais fixes. Les coûts de validation. Les frais fixes seront les mêmes. Donc vous allez répartir les frais fixes sur moins de lanceurs. Donc ils seront plus chers. Peut-être que vous allez en récupérer, mais les autres seront plus chers. Musk, il a résolu le problème. C'est il est devenu son propre client. Parce que parallèlement à Tesla, à Twitter
Et au lanceur, il fait des satellites. Il fait des constellations Starlink, donc il lance des satellites à lui. Donc, vous disiez qu'en fait, c'était beaucoup plus pragmatique, moins sophistiqué. Est-ce que c'est au détriment de la qualité ou de la sécurité? Est-ce que c'est moins cher? alors, au détriment de la qualité, de la preuve que non, il est relativement fiable, son lanceur. La différence et la puissance des Américains par rapport à nous, c'est que quand Musk met son lanceur sur le marché commercial, contre Ariane, contre d'autres lanceurs, je peux vous dire que ses marges sont très faibles. Par contre, quand il vend un lancement à la NASA, vous voyez que là, les marges elles sont gigantesques. Et c'est des subventions déguisées de la NASA. Mais donc il est rentable pour ça. Et la réutilisation, il a démontré, bon, mais on devait lancer ce soir le 2e lanceur de l'année. Lui, il en a déjà fait 40 depuis le début de l'année. Vous voyez, depuis le début de 2023. Il fait des moteurs aussi qui sont un peu moins chers parce que c'est méthanox. Oui, mais ça coûte moins cher que de faire de l'oxygène. Bah oui, mais pourquoi on ne fait pas la même chose? Est-ce que les RUP seraient utilisés aussi? Non, c'est vraiment... Alors, l'origine, c'est le Space Shuttle, c'est la navette américaine. Hein, dans l'euphorie post-Lune, là, les Américains ont dit on va faire une navette, hein, la navette avec 7 astronautes, qui redescend sur Terre. Les 2 boosters de la navette, j'ai été les voir, c'est fantastique ce qu'ils ont fait. Ils les récupèrent en mer, ils revolent les boosters. Hein. Les structures des boosters revolaient. Hein, parce qu'à l'origine, l'aspect du shuttle, enfin des shuttles, parce qu'il y en avait plusieurs, c'était 36 lancements par an, on tirait 3 fois par mois. Et là, la réutilisation... Alors, les Américains ont été vaccinés pendant longtemps parce qu'ils n'ont pas tiré autant qu'ils voulaient. Et finalement, le coût de leur validation, quand on avait été aux États-Unis, c'était pour qu'ils nous aident sur des récupérations en mer des boosters. On avait discuté, alors c'était pas sur la navette, mais c'était sur les boosters de la navette. Et je leur avais posé la question, ouvertement, mais c'est rentable de faire tout ce que vous faites? Il n'avait pas répondu. Maintenant, SpaceX, il a fait des moteurs plus simples. Et au début, le refurbishment d'un étage, c'était, alors je ne dis pas de bêtises, c'était 5-6 semaines. Maintenant, c'est 1 semaine et demie. Il est capable de faire revoler un étage 1 semaine et demie. 1 semaine et demie, si c'est plus court, c'est qu'il fait moins de choses et que ça coûte moins cher. Hein. Il n'y a pas de miracle dans tout ça. Hein. Donc, sa force, c'est quoi? C'est qu'il a plus de compétences, plus de ressources? Je pense que c'est le pragmatisme. Je vous dis, la démarche industrielle, pragmatique. Et puis la NASA, je pense que la NASA en avait marre, ça c'est moi qui le dis, hein, ça n'engage que moi, on avait marre d'avoir en face Lockheed Martin, Boeing, McDonnell Douglas, ces grosses boîtes là, avec qui il y avait très peu de concurrence. Et il a trouvé quelqu'un qui était peut-être à l'époque crédible, et la NASA a investi. Et je vous dis, ils ont même été jusqu'à le premier vol habité du lanceur de SpaceX, c'était des astronautes de la NASA à l'intérieur. Donc la NASA, pour mettre ses astronautes, il faut dire qu'elle avait sacrément confiance, hein, elle n'allait pas tirer ça au dé. Hein. Donc il a réussi à convaincre, mais il a changé toute la mentalité du spatial. Nous, on a une culture de l'échec, c'est la catastrophe absolue. Musk, vous allez voir sur Internet, il fait des bêtisiers de ses échecs. Des bêtisiers, avec de la musique. Et vous voyez tous les étages de récupération qui sont cassés la gueule en mer, qui ont explosé et tout, mais c'est lui-même qui a fait son bêtisier. Vous voyez, il est dans une approche totalement différente, qui n'a pas cette historique de l'aéronautique que nous avons. Enfin, c'est une des explications, mais je pense qu'elle est importante. Il y a peut-être aussi changé de fournisseur par rapport au... Ah, mais il fait... Alors, et puis il fait tout lui-même. Enfin, il y a des... mais il y a bien des fournisseurs qui Ouais, mais il a moins de contraintes. J'ai un de mes collègues, là, d'Ariane Group, qui a visité ces usines, c'est bluffant. Hein. Vous allez dans un atelier, il y a de l'électronique, à côté vous avez des informaticiens qui programment le programme de vol, vous allez dans le truc d'à côté, il y a des mecs qui boulonnent un moteur, tout est centralisé. Nous, en Europe,
Je vous l'ai dit, on va chercher une structure à Madrid, on va chercher un divergent en Suède, chez Volvo, on va chercher, etc. etc. Il a centralisé, il pilote tout. Et vous disiez en Europe, les industriels ne sont pas concurrents les uns des autres, puisque c'est un assemblage d'industriels pour un objet fini. Là, c'est pas ce qu'il a fait. Ouais, il a choisi ses concurrents, il a choisi. Juste des photos, parce que ça, c'est pas comment on dit, du virtuel, c'est vraiment des photos de Kourou, où on va commencer, c'est des photos qui datent de la semaine dernière, ou enfin il y a 15 jours, on va commencer, c'est une maquette d'Ariane 6, sur son pas de tir, où on va commencer des essais de remplissage, et on va allumer des moteurs pour voir comment ça marche. C'est pas un lanceur de vol, mais bon, Ariane 6 avance quand même. Alors une dernière planche, qui n'est pas la plus joyeuse, parce qu'aujourd'hui, la situation du spatial en Europe est catastrophique. Elle est catastrophique pourquoi? Parce qu'on avait une gamme de lanceurs européens, 3 lanceurs, petits, moyens et gros. Le moyen, je commence par lui, on l'a enlevé de la photo, c'est Soyouz. Soyouz, il n'y en a plus. Hein? Donc c'est fini. Le petit lanceur, c'est Vega, j'en ai très peu parlé. Vega, alors c'est un lanceur européen, mais autant Ariane est à forte connotation française, Vega est à connotation italienne. Hein. C'est les Italiens qui ont voulu se faire un lanceur. Le Vega C, qui est leur dernière version de lanceur, ils ont fait il y a 1 an un lancement de qualif qui a marché. Ils ont fait le premier lancement commercial au mois de décembre. Le lanceur a explosé. Donc, commission d'enquête, ils sont partis pour la gloire, etc. Ils viennent de faire un essai il y a 3 jours où le moteur a aussi explosé. Bon, c'est pas qu'on va lancer. Il leur reste de leur ancienne version 2 lanceurs à lancer. Le plus petit Vega. Ariane 5 demain soir, on lance le dernier. Ariane 6, on le lance pas plus tard que très bientôt. L'Europe n'a plus de lanceur. Aujourd'hui, l'Europe n'a plus de lanceur. Ce qu'on faisait de ce que je vous ai dit au début, hein, cette volonté européenne de garantie de l'accès autonome à l'espace, indépendamment des Américains, des Russes, des Chinois, des je ne sais pas quoi, on ne l'a plus aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a 2 jours, humiliation extrême, l'Agence spatiale européenne a développé un petit télescope, je ne sais pas trop ce qu'il fait, qui s'appelle Euclide, et ils ont été lancés sur SpaceX, l'Agence spatiale européenne. Et je mangeais ce midi avec des gens de la spatiale, ils me racontaient, il y avait un qui était... Ils sont arrivés chez SpaceX 3 semaines avant pour faire le lancement, pour préparer le lancement. Et SpaceX, alors ils préparent, ils prennent des actions et tout, et ils disent à SpaceX, bon ben d'accord, on se revoit demain pour avoir les réponses et tout. Bon d'accord, 3 semaines avant le lancement. Hein. Et le lendemain, pas de réponse de SpaceX, et au moment où SpaceX leur a dit, c'est véridique, on vous lance dans 3 semaines, mais d'ici là on fait 2 autres lancements. Donc attendez, on a d'autres priorités. Ils font des lancements à 4 heures d'intervalle, SpaceX, hein. Alors sur 2 pas de tir différents. Nous, 2023, on devait faire ce soir le 2e lancement de l'année. Donc vous voyez la situation dans laquelle on est. C'est une catastrophe. Politique européenne, on a enchaîné de 73, le début d'Ariane, on n'a pas tiré Ariane 4, qu'on lançait déjà Ariane 5, et depuis, on a ratatouillé. Des compromis politiques, une Europe qui ne marche pas. Je vous le dis franchement, je ne suis pas entre l'Italie qui veut son autonomie, l'Allemagne qui... Parce que l'Italie maintenant elle a son lanceur, Ariane c'est la France, les Allemands ils font la gueule, parce que les Allemands c'est eux qui payent le plus en ce moment, l'Agence spatiale européenne. Donc ils sont en train de mettre en place des trucs plus ou moins indépendamment de l'Europe. Donc la situation est grave. Ils récupèrent des paquets, genre maintenant c'est eux qui assemblent Vinci, etc. Voilà, alors voilà, vous avez raison. Ce qu'on vient de décider... Ils en profitent quand même. Oui, mais regardez, cet exemple, je ne voulais pas en parler, mais vous avez, c'est la dernière décision de l'Europe spatiale. Bon, on fait les moteurs Cryo, c'est Vernon. Historiquement, c'est Vernon qui les fait, hein, entre Rouen et Paris. Bon. Donc ce moteur de l'étage supérieur d'Ariane 6, le Vinci, il a été fait à Vernon, conçu à Vernon, il a été commencé en études en 1996. Donc on est en 2023, il n'a toujours pas été lancé. Vous imaginez le fric qu'il a coûté. Mais la décision qu'a prise l'Europe la dernière fois, c'est de transférer effectivement la chaîne de production de ces moteurs en Allemagne.
On va payer des dizaines de millions d'euros à un truc qui marche en France pour le transférer en Allemagne. Et fabriquer des moteurs cryo, c'est pas des bicyclettes. Hein. Donc c'est des compétences il faudra garder à Vernon. On va dépenser. Musk, il doit se marrer quand il entend ça. Les Allemands, en fait, ils ont très bien une stratégie de puissance et ils veulent... Ouais, mais il ferait mieux d'investir dans un nouveau lanceur plutôt que de c'est du fric. Moi, j'ai géré des transferts de production de la structure de la case, on la faisait à Toulouse, chez Matra, on l'a transférée à Brême. Bon, c'était super simple, c'est une structure. Mais déjà, on s'en merdait la vie. Et ça coûte de l'argent pour... bon, là, c'était des choix... mais on dépense de l'argent pour rien. Et pendant ce temps-là, on ne fait pas d'autre chose. On fait pas... on parle peut-être de volabilité, de trucs comme ça. On ne dépense pas de l'argent pour ça. On va dépenser, je ne sais pas combien de millions d'euros, si ce n'est de dizaines de millions d'euros, pour ça. Bon, voilà, donc c'est pas très gai ce que je dis, mais c'est quand même une histoire qui est mal partie. Alors ça commence à réagir, le patron du CNES a dit, alors Ariane 6, c'est un problème de gouvernance et d'organisation du projet, hein, c'était complètement... a dit on ne fera plus jamais ça, bon d'accord, et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on décide aussi ce qu'on fait. Bon, j'arrête. Les Chinois, dans cette affaire, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, ce qui est assez étonnant, Une puissance énorme. c'est que les Chinois sont restés relativement en autarcie sur tout ça. Ils n'ont jamais, à ma connaissance, cherché à se mettre sur le marché commercial. Les Indiens, oui. Les Japonais, oui. Mais les Chinois, non. Ils ont leur propre stratégie interne, ils ont leur station, ils ont leur taïkonautes, hein, mais ils restent, en autarcie. Il n'y a pas de coopération, enfin à ma connaissance, il n'y a pas de... Autant avec l'Inde, on a coopéré, on continue à coopérer, hein, quand on a pu lancer des satellites sur Soyuz, on a été voir les Indiens pour les lancer, là aussi c'était quand même un peu triste hein, de faire ça, mais donc on a... La Chine est dans sa muraille. On sait combien ils dépensent ? Non, enfin, moi je ne sais pas. Je sais que c'est relativement confidentiel, je veux dire. En technologie, c'est pas juste ce qu'on fait nous, là. C'est pas... Non, c'est des lanceurs assez rustiques. Hein. Les lanceurs IDF. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est des lanceurs assez rustiques. Il n'y a pas... Bon, ils y arrivent, hein, ils font du volabilité, ils font... mais ils n'ont pas une volonté, par rapport à d'autres sujets, bien sûr, ils n'ont pas une volonté, enfin, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais je me suis fait la réflexion en préparant, je me suis dit, mais finalement, on n'en parle jamais. Une fois de plus, on parle du Japon, là, qui vient encore de planter un lanceur, donc, l'Inde, il y a des... Le Japon, ils sont indépendants complètement, oui, quasiment, ouais. La Corée, moi j'ai travaillé, quand j'étais au CNES, j'ai travaillé sur des projets, j'étais en Corée du Sud, pour des petits lanceurs, alors eux qui n'étaient pas autonomes, ils étaient avec des Russes, avec des étages russes, des moteurs russes. Mais les Japonais, à ma connaissance, oui, sont relativement autonomes. Ouais, c'est bon, oui. Mais je pense que c'est aussi un problème de volonté, ils n'ont pas une volonté très très forte. Hein, Je propose de prendre, parce Allez. que là on a largement plafonné, alors parlons délai, etc., respect, là c'est important de montrer. Oui, vous avez raison. Et puis en plus, pour commencer à entamer méchamment la soirée, il y a 2-3 questions quand même qui ont été posées à distance. Tout à fait. Alors, bon, 2-3. On va en choisir une ou deux. Hein. J'en choisis au hasard. L'organisation de l'ensemble des entités impliquées dans les lancements d'Ariane a-t-elle été notablement modifiée pour réduire les coûts de lancement parmi les pays européens concernés ? La réponse que je vais faire n'engage que moi. Je dirais non. On a gardé cette structure, cette organisation. On a changé de maîtrise d'œuvre. Oui, le CNES, qui est une agence nationale, a perdu de son aura, parce que sont embêtés les Européens, que ce soit l'Europe, que ce soit la France. Donc l'ESA a pris de l'importance par rapport au CNES, mais sinon on n'a pas changé grand-chose. Les industriels qui travaillent on a viré les Anglais, parce qu'ils ne payent plus. Bon, déjà sur Ariane 5, sur Ariane 6 encore moins, mais on n'a rien changé. Et c'est un système qui n'a pas de concurrence. 30 secondes, je vais vous prendre un exemple concret. Les Belges, je dis les Belges, c'est vrai pour tout le monde, les Belges font les systèmes de pilotage d'Ariane. Les vérins, les moyennes puissances, etc. Bon, quand on fait un nouveau lanceur,
L'ESA estime que le système de pilotage du lanceur, ça va coûter, je dis strictement n'importe quoi, 300 millions d'euros de développement. La Belgique entend ça, elle dit, je mets 300 millions d'euros et c'est SAPCA, en Belgique, qui fera les systèmes. Donc vous voyez, il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas de... Je peux vous raconter une autre anecdote. Quand j'étais chef de programme des installations de Kourou, c'était en 98, j'avais 320 millions d'euros d'investissement à faire à Kourou. Belle somme d'argent. Bon, l'Allemagne mettait, parce qu'en plus, ils mettent sur le lanceur, ils mettent sur les installations. L'Allemagne mettait 92 millions d'euros. J'ai le directeur, c'est véridique ce que je dis, je ne vous donnerai pas le nom de la boîte, directeur commercial, une boîte allemande qui m'a appelé. Il m'a dit, monsieur Lapéroni, je sais que vous allez investir à Kourou. L'Allemagne met 92 millions d'euros. Qu'est-ce que je vais faire pour vous pour 92 millions d'euros? Alors je lui ai dit, je vais réfléchir. J'ai essayé de réfléchir. Ça n'a pas marché. Et on leur a filé un contrat de 92 millions d'euros. Et il a dépensé un peu plus. Après, un tout petit peu plus. Mais on s'est mis d'accord sur ce qu'il allait faire, mais c'est véridique. Mais ça, c'est pour ça. Alors ça, je n'engage que moi quand je dis ça. Sur la forme, on vous dira que si. Bon, ben c'est inquiétant. On prend encore une dernière question. J'en ai beaucoup. Je pense que je suis désolée pour ceux qui sont en ligne. Ils risquent vraiment de frustrer parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Il y a beaucoup de remerciements aussi. Je vais prendre la question de Daniel Mel. Y a-t-il une évaluation de l'impact économique sur le fait de pouvoir réutiliser des éléments d'un lanceur d'Ariane? Alors, j'en ai dit quelques mots. C'est extrêmement délicat et c'est forcément, alors là on est dans de l'économie, lié à la cadence de lancement. Plus on lancera, plus il y aura un intérêt à récupérer. Si on ne lance pas beaucoup, les frais fixes de production sont énormes et on n'amortira pas les lancements. Une fois de plus, SpaceX, quand il ne sait pas quoi lancer, il lance ses propres satellites et puis ça fait marcher la machine. Hein. Donc c'est intimement couplé à la cadence de lancement. Alors la dernière question, puis après on peut continuer, de toute façon il y a un petit apéro qui suit. Est-ce qu'il y a une volonté de faire du vol humain et est-ce qu'on a un calendrier pour ça? Alors donc on a eu Hermès, on a eu cette volonté d'un programme européen, oui. Ah ben voilà, d'accord. Euro-Hermès Space, on parlait de... Oui. Alors, il y a eu l'espoir, un peu avant Hermès, d'un intérêt économique de l'homme dans l'espace. Ça, je pense que maintenant, tout le monde en est revenu, en se disant, la microgravité, on va faire des trucs exceptionnels. Tout ça, ça a débouché sur rien. Donc on envoie des hommes dans l'espace pour la longue marche de l'homme vers les étoiles, hein, aller sur Mars, aller sur machin, on fait des expériences scientifiques de la vie, du corps humain, en apesanteur, etc. On dépense de l'argent, mais derrière, il n'y a rien de concret, enfin d'économique. Bon, il y a toujours l'espoir d'aller sur Mars. Hein. Bon. L'Europe, là-dedans, c'est pareil, c'est un moment, quand on a mis le lanceur russe à Kourou, puisque le lanceur russe savait faire du vol habité, on s'est dit, peut-être qu'on pourra adapter la base de Kourou pour faire du vol habité. Sur un lanceur russe, c'était pas forcément glorieux. Alors là, ça redevient à la mode. Hein, le PDG d'Arianespace en parle, Stéphane Israël, d'adapter. Bon, là, il y a un niveau de fiabilité sur le lanceur qui est quand même assez solide, qui pourrait, moyennant certaines modifs, être compatible d'un vol humain. Mais c'est des avant-projets, on en parle, c'est possible. Il y a des beaux dessins 3D, des machins, mais en Europe, il n'y a rien de concret. On a nos astronautes, pourtant c'est fantastique, les Thomas Pesquet, là, tous ces mecs-là, mais ils décollent sur des lanceurs russes ou des lanceurs de SpaceX. Hein. Pesquet, il est monté dans le Crew Dragoon. Hein. Mais on manque en Europe deux choses, d'une volonté politique plus forte, et puis d'investisseurs. Bernard Arnault, qui est aujourd'hui la première fortune mondiale, il investit dans Radio Classique, il investissait très bien, mais il pourrait investir dans le spatial. Lui ou un autre. Merci beaucoup Pascal, franchement c'était absolument passionnant. Merci. Un peu inquiétant pour la fin, un petit peu inquiétant.